Monsieur, dame, Tangue Koki. C'est un tableau peu reluisant de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Ils ont été aussi un peu sceptiques par rapport à l'organisation de prochaines échéances électorales. Ce sont les évêques lors de la 58e réunion de l'Assemblée plénière de la CENCO. Nous allons en parler dans ce plateau spécial que nous avons l'honneur de co-présenter avec mon confrère Crispin Chibinkoufa. Bienvenue. Merci. Voilà. Alors, nous allons recevoir notre invité, c'est l'abbé Donatien Cholet. Bienvenue, monsieur l'abbé. Merci. Voilà. Et là, vous êtes en cachinet. Voilà, effectivement. Voilà. Merci beaucoup de pouvoir nous honorer. Alors, avant qu'on continue, notre confrère Chibinkoufa, vous aviez relevé le tableau un peu sombre de la 58e réunion de l'Assemblée plénière de la CENCO. Et pas moi, mais c'est le travail fait par les évêques à travers la CENCO. Vous l'avez dit lors de cette 58e réunion. Et voilà, c'est une analyse ou un constat fait par les prêtres ou les prélats catholiques. Et nous, comme médias, notre rôle, c'est de dire ce que les uns et les autres pensent. Et voilà, sans y ajouter notre propre commentaire. Et nous allons, peut-être avec votre permission, écoutez ce que les évêques ont dit avant de poser nos questions. Voilà. Pas seulement les nôtres, mais les questions qui se posent la population congolaise à l'abbé Donatien Cholet qui est ici avec nous. Voilà, on y va. L'Église catholique demande au gouvernement de rééquilibrer les dépenses des institutions proportionnellement aux besoins de la population et au chef de l'État de doter l'armée nationale des moyens conséquents pour établir l'intégrité territoriale. Ces recommandations sont contenues dans les messages de la 58e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, livré ce lundi 21 juin. Dans leur message intitulé « Soyons unis », les évêques catholiques lancent un appel à la cohésion nationale, à l'unité et à la solidarité. Le prélat se sont exprimés sur plusieurs points relatifs à la situation sociale, politique, économique, sécuritaire et humanitaire de la RDC. Mettre davantage l'armée dans des conditions qui lui permettent de répondre efficacement à sa mission, insiste-t-il. Le prélat catholique salue la solidarité exprimée et la proximité du chef de l'État avec la population sinistrée de l'Est. Ces gestes renforcent l'unité du Congo, a fait remarquer l'abbé Donatien Cholet. Au sujet de l'exclusion des adversaires politiques, ces derniers déplorent cependant la détérioration du climat politique au pays. Nous constatons que cette unité est de plus en plus menacée par des antivaleurs telles que l'exclusion d'adversaires politiques. Nous avons apprécié à leur juste valeur les premiers gestes du président de la République, notamment la décrispation du climat politique et la liberté d'expression, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases, l'option de la politisation de la CENI avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir adoptée au Parlement ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux et ne garantit pas un processus électoral crédible, ce qui porte les germes de contestation et des crises de légitimité. Il soutient par ailleurs que sur le plan socio-économique, la population groupée dans la misère. La majorité de la population continue à faire face à l'extrême pauvreté. Curieusement, à côté d'elle, il y a encore et toujours une poignée de compatriotes qui s'enrichissent de façon scandaleuse et sans cause. Concernant la composition de la CENI, la CENCO affirme avoir bien évolué sur la désignation des délégués des confessions religieuses dans cette institution. Elle dit attendre les canevas de l'Assemblée nationale pour présenter les candidats des confessions religieuses à l'entérinement. Elle s'attend aussi à la correction de la loi organique de la CENI au niveau de la loi électorale. Merci beaucoup de votre beaucoup plus analyse. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, le tableau est là. Alors, sur base de quoi vous êtes beaucoup plus basé, vous êtes beaucoup plus référé pour relever tout ce que vous aviez pu constater? D'abord, ce sont les évêques en assemblée plénière qui parlent, c'est-à-dire tous les évêques sortis des différents coins du Congo. Et d'accoutumer, quand ils se retrouvent en assemblée plénière qui se tient une fois l'an, la première journée est consacrée à l'analyse de la situation socio-pastorale. Ils font le tour du pays
ils font le tour, ils analysent la situation socio-politique, socio-pastorale, sur le plan politique, économique, sécuritaire, humanitaire, et puis ils apprécient à la fin s'il y a opportunité ou nécessité ou pas de sortir un message. Donc, ils sont partis du constat des analyses et vous savez qu'ils vivent, ils ont des relations dans tous les secteurs, même parmi les politiciens, dans le monde judiciaire. Ils ont leurs fidèles qui travaillent là. Et ce sont des pasteurs auprès de qui on vient aussi se confesser. Donc ce sont des gens bien informés. Quand ils prennent parole, c'est en conséquence de cause. On vous sent un peu sceptique par rapport à la Commission électorale nationale indépendante. Il y a la loi de Tundula qui a été votée. Et vous, c'est comme si vous n'êtes pas partie prenante par rapport à cette loi. Bon, le contexte d'abord, c'est l'appel à la cohésion nationale. Oui. Les évêques sont en train d'épingler les défis qu'on peut relever sur plusieurs plans. Ici, il s'agit de défis sociopolitiques. Et là, ils relèvent, entre autres, l'option de la politisation de la CENI, levée à l'Assemblée nationale, qui maintient la majoritaire dans la composition de la CENI. Les évêques disent, avec raison, que ça ne garantit pas un processus électoral crédible. Et parmi les choses auxquelles le chef de l'État a prêté une attention particulière quand il a reçu les consultations, vous vous souviendrez, à la conclusion, c'était entre autres la composition de la CENI. Il souhaitait avoir une CENI dépolitisée. Mais là, nous voyons qu'il y a continuité. C'est vrai, il y a un effort qu'il faut reconnaître. Il y a par exemple pour la société civile, ils ont augmenté le nombre de 3 à 5. Bravo. Mais quand on voit la composition générale de la plénière de la CENI, vous trouvez 10 politiciens, 5 la société civile. De ces 10 politiciens, 6 la majorité, 4 l'opposition. Donc la CENI reste politisée. Dans certains pays où l'environnement le permet, les élections sont même organisées par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est question de l'environnement. On est dans un environnement pollué par le clientélisme, par le tribalisme, par le régionalisme. Et dans ce contexte-là, il faudra une CENI qui garantisse, qui donne des garanties à tous les acteurs sociaux, à tous les acteurs politiques. Et vous ne ferez pas partie de cette équipe-là, de la CENI? Bon, là-dedans, les confessions religieuses doivent présenter 2 membres. Ça, c'est un acquis. Nous ne refusons pas. Et vous allez envoyer vos membres là? Bon, on est en train de se préparer. Là, on est dans les réunions. Si je suis venu un peu en retard, c'est parce que j'étais en réunion avec le secrétariat technique de la plateforme de confession religieuse. On est en train de prendre toutes les dispositions en amont pour éviter le ridicule que nous avons vécu là, à la fois passée. Abbé de l'ancien Cholet, avant de poser des questions en rapport avec votre message d'hier, laissez-moi un peu poser des questions d'ordre général, les questions que se pose l'homme de la rue. L'Église catholique, depuis les temps immémoriaux, a toujours tendance à jouer les rôles d'antagonistes au pouvoir en place. On a connu le pouvoir de Marcel Mobutu, le pouvoir de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, aujourd'hui Félix Tshisekedi. Et souvent, la Senko a tendance à venir mettre l'huile sur le feu. Quel est le rôle réel de la Senko en RDC? Je vous renvoie pour répondre à ces préoccupations dans la Bible. Si vous lisez déjà l'Ancien Testament, vous verrez que la relation entre les prophètes et les rois était toujours tendue. Ceux qui dirigent acceptent difficilement les critiques. Le rôle de la Senko, c'est vraiment un ministère pastoral. Les évêques commencent toujours leur message par cette introduction qui sont dans leur mission prophétique. Ils encouragent ce qu'il faut encourager. Vous trouverez dans ces messages plusieurs encouragements, plusieurs félicitations. Mais le prophète, c'est aussi celui qui dénonce ce qui ne va pas. Et ça, là-dessus, quand il dénonce, ceux qui sont au pouvoir ont l'impression qu'on le fait pour les attaquer parce qu'on est avec l'opposition. Et quand ils passent à l'opposition, ils comprennent, comme le FCC maintenant, ils comprennent que la SEMCO garde son cap.
La Senco tient aux valeurs. Ce n'est pas puisque la tête de président honoraire ne plaisait pas ou la tête de tel plus. Non. On est là dans la défense des valeurs. On est là dans la défense des principes, quel que soit qui est au pouvoir. Êtes-vous au milieu du village? Très au milieu du village. Mais je le répète, être au milieu du village ne veut pas dire être à distance égale entre les opprimés et les oppresseurs de façon générale, mais c'est être du côté de faibles. Que pensez-vous à ceux qui disent que vous avez été politisé? Politisé parce qu'il y a des soutiens des part d'autres, déjà à l'interne, certains politiques vous financent, à l'externe, vous avez des avantages et vous jouez les rôles de qui vous finance ou de qui soutient ce que vous faites. Si la Senco était financée par les politiciens, je crois que ceux qui sont au pouvoir, qui ont la gestion de monnaie, de l'argent, ils seraient les plus intéressés à nous financer. Généralement, ceux qui sont à l'opposition n'ont pas d'argent. Et si la Senco était bien financée, on n'aurait pas de difficultés matérielles qu'on a aujourd'hui. Donc, ça n'a rien. Vous avez des difficultés matérielles? Oui, mais on vit dans la RDC, qui vit une crise économique, qui ne dit pas son nom, et l'Église est là-dedans. Allez voir la situation de nos paroisses, de nos églises. Ça reflète le niveau du pays. Vous êtes l'Église quand même la plus riche, avec autant de paroisses, autant de fidèles, autant d'écoles. Et vous n'avez pas de problème, on a même parlé des écoles fictives, la rétine à la source des enseignants et tout. Tout ça, c'est l'argent, M. l'abbé. Non, l'argent, mais ça ne suffit pas pour le bien-être de la population qui est confiée à notre sollicitude pastorale. Ça ne suffit pas pour un bon entretien de nos infrastructures. Vous passez, vous voyez, il y a une différence avec le passé, par rapport au passé. Mais pour aussi renchérir à la question, c'est que vous êtes à tout moment en contact avec les politiciens. La plupart de vos positions, ce sont des positions pour Y candidats. C'est comme par exemple dans votre dernière réunion, dernière réunion de l'Assemblée plénière, vous aviez parlé de la congolité. C'est que vous aviez certainement misé, vous avez défendu un camp, vous avez défendu un candidat, Moïse Katumbi Tchapoué. On a parlé de la nécessité. Ouais. D'abord, je corrige une chose. C'est pas que l'Église ou la Senco cherche est seulement à côté des politiciens. On est avec tout le monde. L'avantage que moi j'ai comme prêtre que nous avons comme consacré, c'est qu'on est avec tout le monde. On est à l'aise avec le chef comme on est à l'aise avec le président de la République. Ça, c'est notre travail. Donc, ce sont des journalistes qui ont aussi une ligne éditoriale. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, le président de la Senco a écrit une lettre qui devrait avoir un impact social très grand. C'était sur la pastorale des personnes âgées, les soins des personnes âgées. Ça ne vous a pas intéressé parce que ce n'est pas la politique. Alors que c'est un problème sérieux, nous devons nous occuper des personnes âgées. Ils en ont fait tout un dossier, maintenant il y a tout un directoire qui vient d'être adopté pour la pastorale des personnes âgées. Ce n'est pas la politique là-dedans. L'Église fait beaucoup de choses, sur un point de vue sanitaire, ce n'est pas la politique là-dedans. L'Église investit sérieusement dans l'éducation, ce n'est pas la politique là-dedans. Et vos relations avec Moïse Katumbi Tchapoué? On a dit, on a vu Moïse Katumbi Tchapoué aller au niveau des Kachoboué et tout d'un coup, on a vu aussi les prêtres là et les prêtres ont tenu des discours un peu favorables à Moïse Katumbi Tchapoué. Les évêques sont avec tout le monde. Oui. La porte de la Senco est largement ouverte pour tous. Et tous ceux qui veulent passer sont reçus avec la même attention. Ceux qui sont fidèles catholiques, qui viennent comme fidèles catholiques, ils sont aussi reçus à ce titre-là. Donc, Moïse Katumbi est l'un des politiciens comme tout autre, l'un des fidèles catholiques comme tous les autres. Il n'y a pas de mal à être avec lui, comme on peut être avec Fayoulou, comme on peut être avec Chadari, etc. Et quand est-ce que la Senco va faire des messages, par exemple, les messages de félicitations, d'encouragement, sans des flèches dedans? On a vu ici, on a décrété l'état des sièges dans la partie Est. La Senco est restée muette. Voilà. Lorsqu'on a traqué quelques détourneurs ici au pays, notamment quelques-uns sont au Sénat, la Senco est restée muette. Elle a attendu qu'il y ait un petit couac au niveau de la CENI
pour ramasser tout et faire un communiqué final. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire un message pour encourager une action qu'il faut encourager immédiatement, au lieu d'attendre que dans l'embrouillot, peut-être vous profitez de votre réunion, et puis pour mettre tout dans le même sac et vous dire qu'on a félicité, mais d'un coup, il y a beaucoup de flèches dedans. Comme je vous ai dit, ce sont les évêques qui parlent en assemblée. L'assemblée plénière se tient une fois l'an. Donc ce n'est pas que chaque fois qu'il y a un événement, que les évêques doivent quitter leur diocèse pour parler. Donc, ils sont là, ils arrivent, si c'est pour la plénière, ils font l'état de lieu, la situation de toute l'année. Il y a des bons, il y a des mauvais. C'est pour cela que dans le même message, vous trouvez aussi des félicitations dans ces messages et pour l'état de siège. Je me souviens avoir fait un commentaire qui n'était pas un message de la SENCO, que le président de la République nous a surpris agréablement. C'était le jour où je suis allé laisser au président de l'Assemblée nationale les mémos de la SENCO sur sa mission à l'Est afin de contribuer à la mission des parlementaires. Voilà encore un acte qui est quelque chose de positif. Déjà à cette occasion. Dans ces messages ici, les évêques ont évoqué aussi l'état de siège, comme ont félicité le président de la République pour les dispositions militaires prises et pour l'état de siège dont on espère les résultats positifs. Donc, si vous lisez objectivement, le problème c'est que les journalistes cherchent ce qui fait sensation. Les évêques sont là, ils disent tout, mais vous lisez sans voir. Voilà, je reviens, s'il vous plaît, je reviens à votre communiqué. Vous dites qu'il faut appuyer financièrement l'armée. Quelles sont les infos que vous avez eues? Est-ce que l'armée n'est pas suffisamment appuyée ou c'est un communiqué qui crée encore une fois de l'embrouillon autour de cet état de siège? Il faut bien lire. Ce sont des évêques qui parlent. Et dans l'ensemble, ce sont des littéraires. D'appuyer davantage. Donc il y a un appui. Voilà, davantage. Là, vous avez omis un mot qui enlève la substance même de la recommandation. Les évêques, quand ils félicitent le chef de l'État pour les dispositions militaires, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a quelque chose, mais les évêques demandent qu'il en fasse davantage. Ce n'est pas qu'ils ont ignoré ce qui a été fait. Voilà, parlons maintenant de la justice. Vous avez aussi peint un tableau sombre. Vous qualifiez cette justice d'instrumentalisée. Alors, sur base de quoi vous êtes arrivé à cette conclusion? Bon, je suis d'abord triste du fait que les évêques reviennent plusieurs fois sur la même chose. Si vous lisez les messages des évêques sur la situation des droits de justice et droits humains, plusieurs fois, ils sont revenus sur l'état de notre justice. Et je suis content d'avoir entendu une fois le chef de l'État dénoncer aussi lui-même la matière. Oui, en justice, ça ne va pas. Donc, alors, tant que la situation n'aura pas changé, les évêques ne vont pas se taire. Souvenez-vous d'un message qu'ils ont publié il y a quelques années pour la RDC, pour le Congo, je ne me tairai jamais. Donc la situation de la justice aujourd'hui est lamentable. Et vous avez trouvé minée des par éléments... la corruption, minée par le clientélisme, minée par le tribalisme. Au fait, vous avez aussi le devoir d'aller vérifier sur le terrain ce que les évêques dénoncent. On parle du tribalisme. Allez faire une enquête dans les ministères, dans les institutions. Quand on nomme un responsable, allez voir son entourage. Mais c'est pour cela qu'entre autres recommandations, on demande un peu de voter une loi qui délimite un peu, qui détribalise un peu les institutions. Oui, mais et par rapport à cette justice, on est en train de traquer tous les détourneurs, les détourneurs présumés, on est en train de détraquer les autres. C'est vraiment une avancée significative par rapport à notre appareil judiciaire. Il y a, je crois, une année, si pas plus, les évêques, une année et demie, je crois, avaient salué l'élan pris dans le domaine de la justice. Mais dans un autre message, si pas l'avant-dernier, c'est ce qui a précédé, ils ont constaté que cet élan pris au début semblait être brisé. Oui, il y a des cas. Je dois d'abord préciser que les évêques ne sont pas allés dans les dossiers de justice
pour savoir si tel a raison, si tel a tort, mais il s'observe que dans le monde des politiciens, généralement, ce sont ceux qui ont des aspirations d'être de futurs concurrents, des adversaires politiques qui se retrouvent dans les mains de la justice. On aurait souhaité que ce soit une dynamique beaucoup plus large. On ne dit pas que ceux-là ont raison, ceux-là ont tort, non. Mais on veut vraiment que ce soit un esprit de dynamique, que ce ne soit pas une justice qui fait la pêche à la ligne. Monsieur l'abbé de l'ancien Choc, lors de ces points de presse avec les hommes des médias, une question vous a été posée en rapport avec ce qui s'est passé dernièrement au Sénat. Les sénateurs ont refusé carrément délivrer quelques-uns parmi les sénateurs visés par la justice. Et vous avez dit que vous n'étiez pas près du dossier. Et quand on fouille un peu, on trouve que vous avez été faire un tour il y a quelques mois chez l'un des sénateurs pour voir ses réalisations. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de redevabilité, une espèce de corruption morale quelque part qui vous empêche de dire réellement ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe au pays? Vous parlez de Matata Ponyo. Matata Ponyo, effectivement. D'abord, nous sommes allés à Kindu, c'était pour le sacre d'un évêque. Et là, il a invité les évêques d'aller visiter ses œuvres. Comme j'ai dit, les évêques sont, et à la même occasion, ils ont rencontré aussi d'autres grands politiciens, et donc j'étais les noms pour ne pas créer les polémiques inutiles, comme vous savez, les nourrir. Par courtoisie, ils ont répondu. Et ils ont vu des choses que pouvaient féliciter. Ça, c'est une chose. Autre chose est de savoir l'origine de ce fonds, au moins en partie. Nous avons vu la liste de bienfaiteurs, au moins pour l'université, la liste de bienfaiteurs qui ont contribué à cette œuvre. Est-ce qu'il y a eu plus que cela qu'on aurait pris ailleurs? Nous ne pouvons pas l'affirmer. Donc, parce que vous pensez que... non. Les évêques, dans ces messages-là, je reviens à la question qui a été posée. Dans la même question, ils dénoncent une justice qui est exploitée pour écarter les adversaires politiques. On peut dire qu'on soutient Matata. Mais il y a aussi une autre disposition qui dit qu'on ne doit pas abuser des immunités parlementaires pour échapper à la justice. Échapper à la justice. On peut dire aussi comme ça. Non, c'est-à-dire le problème est que les évêques, ils ne parlaient pas d'une personne. Ils ne parlaient pas de quelques cas. Comme je vous ai dit, c'est après une année. Et pendant cette année, il y a eu beaucoup de cas où même les parlementaires étaient impliqués en justice au niveau national, tout comme au niveau provincial. Donc ce sont des recommandations générales, le rappel de valeurs qui maintiennent une république. Voilà. Et qui maintiennent une république. Il y a l'inspection générale des finances. On n'a pas vu dans votre conclusion aussi jeter quand même des fleurs à cette institution, l'IGF. Comment vous appréciez ce travail? Bon, les évêques, je vous ai dit, ils n'ont pas parlé des individus. Oui. L'IGF, je crois que c'est... ce n'est pas un individu quand même. Non, ce n'est pas un individu, mais ça entre dans le contexte de la justice, n'est-ce pas? Oui. Oui, donc c'est un des... c'est aussi un des instruments. Un des instruments, voilà, oui, de la justice. Oui. Les évêques ont parlé de la justice en général. Oui, là mais aussi, il y a d'autres qui disent que l'IGF serait vraiment un instrument pour traquer d'autres adversaires politiques. Mais alors, je vous dis, les évêques se sont prononcés sur la justice, oui, dont fait partie l'IGF. L'IGF, la SENCO ne peut qu'encourager l'IGF à aller dans le sens d'une bonne inspection pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui détourne le fonds public. Les évêques ont dénoncé le fait qu'il y a des compatriotes, une poignée de compatriotes, qui s'enrichissent de façon scandaleuse, sans cause. C'est une invitation, une certaine façon d'inviter l'IGF d'aller examiner un peu les sources de financement de toute cette richesse qu'on a du coup quand on est en politique. Mais est-ce que vous ne vous contredisez pas par rapport à ces communiqués? Ouais. D'un côté, vous demandez à la justice de faire son travail Ouais. via l'IGF. Ouais. De l'autre, vous dites
non, il ne faut pas traquer ceux qui sont adversaires politiques. Or, dans ces pays, nous savons que nous pouvons avoir 5 candidats présidents. Si lui est candidat président, il vole parce qu'il a adversaire politique, laissez-les tranquilles. Si je suis candidat, je peux voler, laissez-moi tranquille. Sinon, la Senko va faire des communiqués. Voilà, les évêques n'ont pas dit qu'il faut laisser les adversaires politiques tranquilles, même s'ils volent. Non. Les évêques veulent une justice juste pour tous. Pas seulement pour les adversaires politiques. C'est ça le message. Voilà, justice pour tous, mais il y a aussi cette polémique sur les jeeps octroyés certainement aux députés nationaux. Vous êtes de la Senko, vous avez aussi demandé à ce qui est l'amélioration du social. Mais quand on parle de l'amélioration du social, mais il y a une classe qui est privilégiée, l'autre n'est pas privilégiée. Bon, par rapport à la polémique autour du jeep, d'abord, je lis dans les réseaux sociaux, je crois même 3 versions. Tantôt un don, tantôt un crédit, tantôt des jeeps donnés pour la fonction. Mais dans le message des évêques, ce qui est clair, qu'on peut aussi appliquer à ce cas-là, c'est que tout en saluant les efforts fournis par le gouvernement, notamment avec la hausse de réserve d'échange, tout en saluant les efforts faits dans différents ministères pour améliorer les conditions de vie des Congolais, les évêques ont déploré le fait que le budget, dans sa phase actuelle, donne beaucoup plus de moyens aux institutions, répond plus aux besoins des institutions que de la population. Donc je crois que là, vous avez une réponse des évêques qui peut s'appliquer aussi au cas du Parlement. Et dans les recommandations, justement, ils ont demandé qu'on réexamine, qu'on revoie, qu'on rééquilibre le budget en tenant compte surtout des besoins de la population. Les évêques, quand ils parlent, c'est d'abord par souci pour la population. Dans votre message, vous encouragez la gratuité de l'enseignement, prôné par... déjà, c'est dans la Constitution. Et puis, Félix Tshisekedi a appliqué ça immédiatement. Mais est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie de la part de la Senko, quand on sait que la Senko a un tout petit peu combattu cette gratuité au début, certaines écoles catholiques, jusqu'à l'instant même, les parents continuent à payer, même si ce n'est pas comme par les passés. Et il y a eu cette affaire des écoles fictives. On a parlé, la Senko a beaucoup d'écoles fictives, des diocèses fictifs. Jamais un communiqué n'a été fait sur ces dossiers. Silence radio côté Senko, qu'est-ce qui se passe? Merci de me donner l'occasion de dénoncer vraiment la mauvaise foi, gratuite alors, de la part de certains de nos concitoyens. Parlons gratuité. Nous avons démontré par un communiqué que bien au contraire, la Senko a été complice de cette politique-là. La Senko a sérieusement appuyé. Quand ces bruits-là sont sortis, nous avons fait un état de lieu et nous avons communiqué dans 98,8% de nos écoles, la gratuité a été appliquée, c'est-à-dire les parents ne paient rien. Et on y est même parvenu en cautionnant les injustices. Il y a des écoles catholiques où nous avons obligé, ce qui n'est pas juste, les enseignants qui sont payés de cotiser pour ceux qui ne sont pas payés, pour que les parents ne payent pas. N'est-ce pas, c'est la Senko qui devait être... Qui d'autre a fait ça? N'est-ce pas, la Senko devait être plutôt applaudie dans ce sens-là, même si là, par rapport à la politique de la gratuité. Mais il y a eu quand même des problèmes au niveau de certaines écoles. Dans les grandes villes, évidemment, le Congo n'est pas les grandes villes. Les quelques écoles où il y a eu des problèmes aussi objectifs, qui demandent vraiment une analyse froide, objective de la situation, c'est ça qu'on a gonflé pour dire que la Senko, il s'agit des écoles comme Boboto, Bossandon, des écoles où les enseignants, d'abord, pour l'entretien de l'école, on a besoin de beaucoup d'argent, où les parents avaient déjà, les enseignants recevaient déjà $600, $700, à certains endroits comme à Lubumbashi, je crois même $900. Du coup, ils se retrouvent avec $200, incapables de payer les frais. Quelqu'un qui enseigne à Boboto, qui habite Kingasani, qui doit venir au travail chaque jour, les $100 ou les $150 que l'État lui doit ne suffit même pas pour son transport.
C'est là où on a eu des problèmes. Et on est en train de travailler, et j'apprécie là l'esprit de collaboration de l'actuel ministre de l'enseignement que je salue, Tony Mwamba. Oui. Non, c'est vraiment quelqu'un qui comprend que est-ce qu'il n'y a pas eu de la colère parce qu'on vous a arraché les beefsteaks? Parce que lorsque les parents payaient, ça faisait quand même beaucoup d'argent dans les écoles catholiques. Non, je vous dis, dans certaines écoles, ça déstabilisait un peu le fonctionnement. Mais je vous dis qu'on a même imposé aux uns d'être solidaires avec les autres pour sauver ces politiques-là. Parlons des écoles fictives. Les écoles fictives, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les réseaux catholiques. Non, il n'y en a pas. Les diocèses fictifs, c'est une idiotie d'abord. L'État ne donne même pas un franc pour les diocèses. Alors pourquoi est-ce que l'Église donc c'est du mensonge si on parle des écoles fictives. Ouais. Non. Il y a eu des écoles désactivées là. C'était des écoles dont les arrêtés, donc on voulait désactiver. C'était des écoles qui portaient de faux arrêtés. Qui fabriquent des arrêtés? La Sénéco. Le problème c'est quoi? Une école comme Kinyati, où a étudié le professeur Mouyembe, entre autres, ont étudié vraiment de grandes sommités. C'est dans la liste des écoles qu'on devait désactiver. C'est-à-dire quand une école a un développement, qui avait une section, et maintenant il a une deuxième section, troisième section, il doit avoir un arrêté actualisé. C'est en ce moment-là qu'au niveau des ministères, les gens ont trafiqué les arrêtés, et nous on n'a pas de moyens pour vérifier le faux en enseignement. Mais vous le saviez, est-ce que vous étiez au courant? Comment le savoir? Comment le savoir si ce sont eux? Et ce qui est curieux, chaque année, on visite, on inspecte ces écoles-là. Ces écoles participent aux examens d'État. C'est brusquement comme ça. Notre position était qu'on analyse école par école, qu'on établisse les responsabilités de ces faux arrêtés-là. Et pour les écoles qui sont viables, et toutes nos écoles sont viables, je dirais, on les laisse fonctionner, on leur donne de bons arrêtés, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Donatien Cholet, d'avoir répondu à notre invitation. Et aussi, merci à notre confrère de tout le jour, Tchibinkoufwa Crispin. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.